Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre webinaire. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. Tous les participants sont pour l'instant en mode écoute seulement. Si vous êtes branché au téléphone et que vous désirez l'assistance du téléphoniste, veuillez appuyer sur étoile 0. Si vous êtes branché sur le web et que vous désirez un soutien, utilisez la fonction de clavardage à votre écran. Je donne la parole à Mme Claudia Amar, responsable de l'amélioration, Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Claudia Amar. Bonjour et bienvenue à notre quatrième webinaire de mesure dans le cadre de l'approche Inspired de la MPOC, améliorer les soins et créer de la valeur. Aujourd'hui, nous allons commencer par nous renseigner sur le processus d'administration des questionnaires et des instruments d'évaluation, et puis sur les techniques d'analyse et de visualisation des données. Melanie Rathkeber va nous en parler. Et nous allons examiner les progrès, les défis et les réussites en matière de mesure. Donc, nous allons vous donner la parole à ce moment-là. Participent à cet appel Gillian Demons, coordonnatrice de programme de l'approche Inspired de la MPOC, ainsi que Darcy Gillis, Melanie Rathkeber, enseignante de la FCASS en assurance de la qualité et en mesure et directrice de Merge Consulting. Et je m'appelle Claudia Amar, je suis responsable de l'amélioration. Participent également à cette émission les productrices Kelly et Sheena. Je vais donner la parole à Gillian Demons. Gillian Demons. Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler des détails de la mise en œuvre, le où, le qui, le quand et le comment. Où les questionnaires doivent-ils être remplis, à l'hôpital ou au domicile? Nous nous efforçons de faire remplir les questionnaires aux patients à l'hôpital. Bon, il y a certains patients à l'hôpital qui aimeraient bien avoir quelque chose à faire pour passer le temps, mais selon notre expérience, beaucoup de patients trouvent leur expérience hospitalière aliénante et nous estimons qu'il n'est peut-être pas le moment, que ce n'est peut-être pas le moment d'administrer des questionnaires. Je pense que si nous demandions aux nouvelles recrues de remplir des questionnaires à l'hôpital, ceux qui auraient pu hésiter à participer au programme pour commencer pourraient hésiter à y participer du tout. Il serait possible d'administrer aux patients des questionnaires en leur remettant à l'hôpital et en leur demandant de les remplir à la maison et en les ramassant à la première visite de l'inhalothérapeute, mais nous n'avons pas constaté que cela fonctionne très bien. Quand j'ai commencé Inspired, j'ai fait des entrevues qualitatives chez les patients. Je leur ai remis des questionnaires pendant les entrevues. Je leur ai demandé aux patients de les remplir avant la première visite de l'inhalothérapeute. Beaucoup de patients l'ont fait, mais beaucoup ne l'ont pas fait, ou bien les ont remplis après que le programme avait déjà commencé, avec plusieurs rappels, ce qui n'est pas très favorable pour l'exactitude des données. Pour ceux qui ont rempli les questionnaires, l'inhalothérapeute l'a recueilli à la première visite. Il n'a donc pas eu la possibilité d'en prendre connaissance et de les utiliser pour éclairer cette visite. Je ne sais même pas si les inhalothérapeutes en ont pris connaissance ultérieurement. Nous songions plutôt à l'amélioration de la qualité à l'époque et pas tellement de leur valeur, à la valeur des questionnaires au niveau des soins individuels. À la fin du programme, j'ai réalisé des post-entrevues et j'ai remis des questionnaires post-programme avec des enveloppes auto-affranchies. Parfois, nous avons reçu ces questionnaires, parfois non. Après que j'ai eu achevé une série d'entrevues qualitatives, les inhalothérapeutes remettaient le questionnaire à l'hôpital et ramassaient le questionnaire au moment de la première visite. Cette méthode a donné des résultats décevants. Les questionnaires remis à l'hôpital étaient parfois perdus dans la pile de documents remis au moment du congé. Le moment ne nous permettait pas d'utiliser ces outils afin d'éclairer les soins, encore une fois. Remettre les questionnaires aux patients pour les prendre à la maison ou remettre des questionnaires aux patients pour les retourner par la poste. Bon, nous avons eu donc des ensembles assez disparates, certains pré, d'autres post, peut-être dans certains cas les deux. Les questionnaires remplis isolément nous donnent quelques données qui peuvent être généralisées, mais pas de véritables données pré et post sur des patients individuels. Lorsque nous avons fini par obtenir suffisamment de données comparatives, ça nous a tout de même pris pas mal de temps. Selon mon expérience d'Inspired, l'administration des questionnaires aux patients, une fois qu'ils sont rentrés à la maison, semble être la meilleure méthode. Avec des outils comme le CTM qui porte sur la transition des soins à domicile, il est important que le patient ait vécu une transition de soins à domicile avant de remplir le questionnaire. Alors, quel est le meilleur moyen d'administrer les questionnaires à la maison
s'il ne s'agit pas de les remettre au patient, on peut les envoyer par la poste, demander au patient de les remplir pendant une visite à domicile ou bien les remplir répondre au téléphone. Vous pourriez envoyer questionnaire par la poste, mais si vous voulez visiter le domicile rapidement, le patient ne l'aura peut-être pas reçu avant la première visite de l'inhalothérapeute et même s'il l'a reçu, il pourra bien ne pas l'avoir rempli. Vous pourriez procéder à une visite d'évaluation spéciale préalablement à la première visite de l'inhalothérapeute, même si cela exige beaucoup de ressources au niveau des déplacements. Dans la méthode postale et la méthode de visite d'évaluation, finalement, on peut retarder la première visite de l'inhalothérapeute si on tient à ce que le questionnaire soit rempli avant la première visite. Et ce n'est pas une bonne idée, puisque les patients post-congé courent un risque plus élevé de réadmission. Il importe donc que l'inhalothérapeute se rende dans le domicile afin d'évaluer le patient dès que possible. L'inhalothérapeute pourrait faire répondre au questionnaire par le patient au début de la visite. L'inconvénient de cette approche, c'est que l'inhalothérapeute a tendance à avoir beaucoup de choses à faire pendant cette première visite. À moins qu'il ne s'agisse d'un questionnaire très bref, ce sera peut-être trop à demander à l'inhalothérapeute et aux patients pendant cette première visite. Alors, pour les équipes qui se tiennent à la base, au cœur des mesures de base, l'administration du questionnaire par l'inhalothérapeute à domicile pourrait marcher, mais dans les équipes qui ont ajouté de nombreux autres outils, je dirais que cette approche ne serait pas idéale. L'avantage de l'ajout d'une évaluation à la première visite de l'inhalothérapeute, c'est que cela n'exige pas de visite supplémentaire, cela ne retarde pas la visite de l'inhalothérapeute. Si vous choisissez cette méthode, il serait bon que l'inhalothérapeute passe les résultats en revue avec le patient afin de pouvoir utiliser l'information dans le cadre de la visite. Comme je l'ai dit dans des webinaires antérieurs, nous avons obtenu les meilleurs résultats par l'administration des questionnaires au téléphone. C'est rapide, il n'est pas obligé de se déplacer et on peut assurer que le questionnaire est rempli et puisse être utilisé et exploité avant la première visite de l'inhalothérapeute. Cela nous permet commencer d'établir une relation avec le patient. Cela peut éclairer l'approche des soins des cliniciens. Je vais en parler dans quelques instants. Post-programme, au moment de la transition, l'administration du questionnaire dans l'hôpital n'est pas une option. Nous espérons que le patient n'est pas de retour à l'hôpital. Alors donc, après le programme formel, les options d'évaluation sont toutes basées à domicile. Et comme dans le cas du pré-questionnaire, nous recommandons qu'il soit administré au téléphone. Il y a d'autres options, par exemple remettre le questionnaire au patient pendant sa dernière visite, avec une enveloppe préadressée pour le retourner, ce qui donne lieu en général à un taux de réponse assez bas, ou bien demander au patient de remplir au questionnaire en personne avec le dernier clinicien qui lui rend visite. Cette dernière option n'est pas idéale car le clinicien qui dispense les soins est également la personne qui pose les questions sur les soins qu'il a administrés. Ce qui m'amène à l'aspect suivant de la mise en œuvre. Qui devrait faciliter l'évaluation? Alors, la question se pose en effet. Pour obtenir des résultats aussi précis que possible, il est important que la personne qui administre le questionnaire à la fin du programme ne soit pas l'un des cliniciens qui a dispensé les soins. Si un patient a une rétroaction négative à communiquer au niveau de son expérience de soins, il est peu probable qu'il la communique à la personne qui a dispensé ces soins. Donc, si vous voulez une image fidèle des soins, il est important d'avoir quelqu'un qui n'a pas participé aux soins, qui administre la post-évaluation. Dans notre équipe, depuis que nous avons commencé d'administrer des questionnaires, c'est moi qui assure la post-évaluation. En revanche, préalablement au programme, ce serait merveilleux si l'outil était administré par un membre de l'équipe qui va dispenser des soins aux patients, puisqu'il s'agit d'une excellente occasion de fonder la relation de soins. Au sein de notre équipe, Darcy Gillis, notre responsable des soins spirituels, administre le questionnaire, sauf lorsqu'elle me demande sauf ce qu'elle doit réaliser des visites de soins spirituels, auquel cas c'est moi qui m'occupe de l'administration du pré-questionnaire et je m'occupe alors de l'administration du post-questionnaire. Si Darcy identifie un besoin immédiatement, elle va parfois visiter le patient plus tôt que prévu. Souvent, les patients se rappellent Darcy depuis cet appel original et on estime donc avoir déjà un rapport avec elle. Ensuite, comment établir le questionnaire? Je vais vous partager ma propre expérience ainsi que celle de Darcy. Darcy va peut-être intervenir dans la période de réflexion tout à l'heure. Donc,
Avant d'introduire le questionnaire, Darcy et moi-même prenons soin de mettre les patients à l'aise. Nous ne demandons pas aux patients s'ils sont disposés à répondre à un questionnaire. On ne parle pas d'évaluation de programme. En général, on dit par exemple, nous voudrions vous poser quelques questions pour nous permettre de vous aider le mieux possible. On leur dit que cela prendra une dizaine de minutes. On leur demande s'ils ont le temps de le faire, d'y répondre tout de suite ou s'ils peuvent faire prendre rendez-vous d'ici un jour ou deux. Au téléphone, on a la possibilité de mettre les patients encore davantage à l'aise. Nous leur disons par exemple qu'il n'est pas nécessaire qu'ils réfléchissent trop à chaque question, qu'ils peuvent simplement livrer leur intuition, leur première réaction. Sinon, cela pourrait prendre une demi-heure. Nous reconnaissons qu'il est difficile de répondre à certaines questions et que dans certains cas, il n'y a peut-être pas de réponse claire, qu'ils devraient simplement choisir la réponse qui correspond le mieux à la réalité. En répondant aux questions, en administrant aux questions tout à haute voix, cela permet aux patients de verbaliser. Si le patient se lance dans une digression, ne répond pas à la question immédiatement, nous écoutons et puis nous le réorientons doucement vers la question en disant, par exemple, vu ce que vous venez de me dire, quelle réponse pensez-vous qui correspondrait le mieux? Si le patient ne sait pas comment une question s'applique à son expérience, on peut lui donner un exemple qui est pertinent pour le programme. Selon mon expérience, cela donne lieu à un taux d'achèvement plus élevé avec moins de questions sautées que si les patients remplissent le questionnaire seuls. Cela répond également aux besoins, par exemple, des patients qui ne savent pas lire. Il est important de ne pas avoir trop de questions parce que cela prend du temps pour les expliquer aux patients. Bon, en dépit de notre approche, certains patients éprouvent toujours des difficultés à répondre au questionnaire. Ils ne considèrent pas leur existence selon les termes que nous utilisons, ils ne comprennent pas les termes, et ils n'aiment pas de quantifier. Dans ce genre de cas, s'il s'agit de laisser une question en blanc ou de poser des questions guides aux patients, nous avons tendance à poser des questions guides. Par exemple, on dirait que ce que vous nous dites, c'est plutôt vers l'extrémité plus élevée de l'échelle. Est-ce que vous diriez que ce serait peut-être un 7, un 8, un 9? Ceci a tendance à aider les patients à préciser une réponse lorsqu'ils éprouvent des difficultés. Si nous faisions des recherches pures, ce serait une méthodologie peut-être un peu troublante, mais quand on veut aider les patients, cette approche peut nous permettre de recueillir des informations précieuses que nous n'aurions pas sans ce petit coup de pouce. Il pourrait également y avoir des patients qui ne veulent pas répondre à des questionnaires plutôt au téléphone ou autrement. Il peut s'agir des patients qui ne savent pas s'ils veulent participer au programme ou qui se sentent submergés, qui sont en colère, qui sont sceptiques à l'égard des soins de santé, de la vie, des étrangers, qui sont très malentendants ou très essoufflés, etc. S'il est évident que le patient ne veut vraiment pas répondre au questionnaire ou n'est pas en mesure, ce n'est pas approprié, eh bien, nous préférerions sacrifier le questionnaire que la participation au programme et cette relation avec le patient. Donc, le fait de ne pas administrer le questionnaire n'est pas, ce n'est pas un seuil pour recevoir les soins. Il y a certains patients pour qui les questionnaires ne sont pas appropriés et tant pis. Un dernier point que je voudrais évoquer, c'est le quand. Quand administrer le questionnaire? Comme je l'ai dit auparavant, il est important d'administrer le questionnaire avant de voir le patient afin qu'on puisse l'utiliser pour éclairer les soins, pour informer les soins, et avant la transition afin que l'équipe puisse s'assurer que le patient est prêt à passer à la phase suivante du programme et à la possibilité donc de répondre aux éventuels problèmes qui surgissent. Dans Inspired, nous réalisons le premier questionnaire avant la première visite de l'inhalothérapeute et le post-questionnaire après notre deuxième téléphone de suivi prévu. L'avantage d'administrer le questionnaire de téléphone, c'est qu'il est possible de partager rapidement et aisément les résultats à l'équipe pour la visite, afin que les résultats puissent être exploités afin d'améliorer les soins. Nous avons mis au point un format de note de progrès qui résume la situation. Darcy les remplit lorsqu'elle administre le questionnaire au téléphone, ne les envoie par courriel avec un code de patient confidentiel. L'inhalothérapeute qui va faire le suivi du patient peut ainsi avoir cette information avant sa première visite, ainsi qu'avant la transition. Voilà tout ce que je souhaitais vous livrer, mes réflexions sur le où, le qui, le comment et le quand. J'espère que cela vous aidera pour le processus. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou à intervenir pendant la période de réflexion. Claudia Amar, merci beaucoup, Gillian Demons. Je me demande si Darcy Gillis a des observations, des questions.
Darcy Gillis. Non, je n'ai rien à ajouter pour le moment. Claudia Amar. Très bien. Alors, sur cette note, nous allons donner la parole à Melanie Rathkeber. Melanie Rathkeber, très bien. Nous allons parler de la présentation des données et de la manière d'analyser et de présenter les différents types de mesures dans les 4 catégories de base que nous avons évoquées depuis le début de l'approche collaborative. Si vous suivez la série de webinaires de mesure, vous aurez remarqué que ce que nous nous efforçons de faire ici, c'est de conjuguer l'analyse et la présentation. On a beaucoup parlé du contrôle statistique des processus, de la manière donc de mieux comprendre ainsi les données et l'impact du programme au fil du temps. Donc nous voulons passer en revue les 4 cadrans de mesures qui ont été exigés de vous pendant cette approche collaborative. Je vais vous donner quelques exemples de la manière dont personnellement je mesurerai ces éléments et nous allons également vous donner des exemples visuels au niveau donc des graphiques que vous établiriez. Alors, je vais commencer tout d'abord par la mesure des soins centrés sur le patient et la famille, le guide d'entrevue. En l'occurrence, il ne s'agit pas de contrôle de processus statistique, mais plutôt d'analyse largement qualitative. Ce sont les entrevues avec vos patients et leurs familles. Vous allez suivre le guide d'entrevue que Jillian et son équipe vous ont remis, à moins que vous n'ayez votre propre guide d'entrevue. Mais essentiellement, nous attendrions une analyse qualitative. Toutefois, il y a de bonnes façons dont on peut représenter cette analyse qualitative dans les présentations et les rapports. Donc, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, c'est de passer en revue les transcriptions, question par question, et de rechercher des thèmes, d'articuler mon analyse sur les thèmes. J'aime bien retirer tout ce qui est une suggestion, pas une simple réponse à une question, mais une suggestion d'amélioration. Je m'efforce de mettre ces éléments en lumière spécifiquement et de les résumer. Et puis, il y a donc vraiment le cœur de l'analyse qualitative, ce sont les citations que l'on peut souvent utiliser pour illustrer ce que nous entendons. Alors j'ai ici une citation d'un proche. Il dit « N'oubliez pas que je tâcherai de rester impassible devant vous, mais qu'au fond j'ai peur et je me sens dérouté. » Donc, aucune analyse statistique, aucun sommaire ne parviendra à faire transmettre ce message très, très éloquent, autant qu'une citation bien choisie et judicieusement placée dans le rapport. Je vais vous montrer comment je peux procéder au choix des suggestions. J'utilise une analyse de Pareto. C'est un graphique à barres ordonné en fonction des enjeux les plus communs, des réponses les plus communes. Alors ici, je vous montre que si j'ai entendu des questions communes, des réponses communes courantes en réponse à des questions. Par exemple, si on entend beaucoup dire que les patients sont submergés d'informations et qu'ils aimeraient que l'on réduise ça, je compterai le nombre de fois que j'ai entendu cela, 29 fois en l'occurrence. Ensuite, la nécessité d'une plus grande implication des familles, donc 19 fois. Alors donc, c'est une bonne façon de comprendre visuellement ce que vous entendez vos participants dire, d'expliquer donc à votre public à quel point telle ou telle question est courante et communément évoquée, et déterminer comment les classer en ordre de priorité. Alors ça, c'est une autre façon d'analyser les données d'entrevue qualitatives. Vous avez certainement utilisé ce nuage de mots. Il s'agit d'un logiciel où vous saisissez tout le texte que vous avez recueilli dans votre entrevue et le logiciel va créer un nuage de mots où les mots qui reviennent le plus souvent sont affichés en caractères très gros et ainsi de suite. Donc ici, nous voyons que les mots colère, souci, inquiétude, c'est évoqué. Alors donc, c'est une bonne présentation visuelle, très utile,
qui peut être évoqué donc pendant une présentation, une rencontre. Si vous avez des questions au sujet de cet élément-là, vous pouvez les saisir et nous allons y répondre à la fin de la séance, mais n'hésitez pas donc à saisir vos questions au fur et à mesure, afin de ne pas les perdre de vue. Mais nous allons y répondre à la fin de la séance. Alors, donc le deuxième domaine, la mesure de la coordination des soins. Alors, je vais vous donner l'exemple, un exemple que nous avons mis en œuvre ici. Si vous utilisez le CTM3, on en a beaucoup parlé lorsque tout le monde était à Vancouver, il y a 2 mois, l'utilisation de ce court questionnaire, le CTM3. Ce que nous recherchons dans le CTM3, c'est l'expérience des patients au niveau de la transition en matière de coordination des soins avant qu'ils n'aient participé au programme Inspire et puis après. Après donc que se sont déroulées la plus grande partie des visites à domicile. Alors ce que je vous suggère, c'est de calculer un score de changement. Alors donc, souffrez que je me livre à quelques calculs mathématiques. Quand on regarde les instructions pour le score CTM3, les instructions de notation vous demandent d'établir un score pour les items et de transformer cela en une formule logarithmique afin que tout soit sur 100. Les instructions du concepteur étaient assez claires. Vous devriez pouvoir procéder à ce calcul sans trop de difficultés. Donc, dans mon exemple, j'ai commencé par un score un score avant de moins 45 et puis un score de 75 après. Donc, je calcule le score de changement. Donc, un score post de 75, moins le score avant, le score pré, donc 45. Alors, le score de changement est de 30. La façon dont on peut interpréter cela, c'est que, au fil du temps, leur sentiment à l'égard de la coordination des soins a augmenté de 30 points sur une échelle de 100. Alors, ce que je ferais pour mesurer un facteur comme celui-là au fil du temps, c'est de voir si nous nous améliorons dans l'amélioration de ces scores, si au fil du temps, nous parvenons mieux à faire augmenter les scores. Et j'utiliserai donc un graphique de contrôle. J'utilise un graphique de contrôle statistique, spécifiquement ce type de graphique parce qu'il peut être très bien utilisé pour suivre les données pour chaque patient. Chacun de ces points représente un patient. Donc, il s'agit du premier patient pour lequel nous avons eu un score pré et post. Le deuxième point, c'est le deuxième patient pour lequel nous avons un score pré et post. Et ce que je fais, c'est de suivre leurs scores de changement au fil du temps. Donc, nous espérions avoir des scores de changement élevés. Nous espérions qu'il ne s'agit pas donc pour le patient 6 ou le patient 9, où il semble qu'on n'a pas pu changer leur continuité. En fait, dans certains cas, il semble qu'il y ait même une régression. Mais ce que nous espérerions, ça serait, au fur et à mesure que nous mettons en œuvre davantage d'éléments du programme Inspired, au fur et à mesure que nous uniformisons notre travail, nous espérerions que les scores, ça commence avec le patient 23-24, des scores très élevés, il s'agit de scores de changement très importants, ce qui m'amène à croire que les patients avaient un score assez bas au début, mais que leur score post était beaucoup plus élevé, par conséquent leur score de changement était plus élevé. Donc on peut utiliser un graphique de contrôle pour suivre chacun de ces patients, et donc on en vient tout à la fin du graphique, le patient 42, le dernier patient que nous avons vu, pour lequel nous avons un score pré et un score post. Alors, la raison pour laquelle j'aime bien utiliser les graphiques de contrôle, c'est qu'il faut que nous puissions donc analyser, montrer qu'il y a une variation affective. Donc, à partir du patient 24, nous constatons qu'il y a donc un regroupement de scores de changement qui sont élevés. À partir du patient 4, et puis par la suite,
nous voyons que ce que nous avons fait dans notre programme semble faire une différence au niveau de la continuité des soins pour les patients, conformément au CTM3. Ça, c'est sans doute l'exemple le plus complexe que nous allons passer en revue aujourd'hui. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, commencez à les saisir dans la boîte de dialogue. Le troisième domaine, l'efficacité du système de soins de santé. C'est là où, bon, nous n'en avons pas beaucoup parlé. Je sais que beaucoup de gens mesurent la durée du séjour. Jillian et son équipe ont parlé à un grand nombre d'équipes de ce thème. La durée de séjour est une mesure courante dans la MPOC, mais à moins qu'il n'y ait quelque chose dans le protocole Inspired qui affectera la durée de séjour, ce ne sera peut-être pas la mesure directe. Donc nous avons parlé, vous avez envoyé une documentation qui évoque par exemple le taux de réadmission, le nombre de jours lits pour les patients de votre programme. Cela pourrait être plus pertinent. Donc, ce que fait Inspired, c'est de prendre des mesures qui réduisent, on peut l'espérer, la nécessité d'une réadmission à l'hôpital. Alors, donc, il est important de comparer à une valeur initiale ou à un groupe de contrôle et de n'inclure que les patients inscrits dans le programme. Cela ne va sans doute pas avoir beaucoup de bon sens de regarder les taux de réadmission pour tous les patients atteints de MPOC dans votre système hospitalier ou dans votre région, seulement les patients inscrits dans votre programme. Alors, ce que je ferais ici, ce serait, bon, un calcul pré- et post-traditionnel en s'assurant que le pré, c'est le pré de l'individu. Ce que cela signifie, c'est que j'aimerais la façon la plus illustrative, la plus éloquente dont vous allez pouvoir analyser les données, ce sera d'étudier, par exemple, la situation 6 mois avant que le patient ne soit inscrit et 6 mois après. Donc ici, on résume qu'il y avait 64 admissions au total pour chaque personne dans les 6 mois précédant le programme, et puis c'est baissé à 27 6 mois après. Ce sont des données hypothétiques aux fins d'illustration, mais voyez, il serait donc d'une statistique traditionnelle avec un calcul pré, un calcul post. Le pré, c'est donc 6 mois avant l'inscription pour chaque participant, et le post, ça serait par exemple 6 mois après l'inscription. Et puis vous pourriez organiser un graphique à barres et vous organiser un test T pour voir s'il y a une différence statistique. Vous pourriez également utiliser des méthodes de contrôle statistique pour surveiller ce qui arrive aux admissions. Bon, cet exemple-ci est plus simple que le précédent, mais moi, j'analyserai simplement le nombre d'admissions au fil du temps, en commençant par le moment où votre programme Inspired a commencé. J'aurai donc une charte U. Si vous suivez la série des webinaires de mesure, on a parlé. Bon, une fois que vous avez décidé d'utiliser une charte de contrôle, il y a différentes chartes parmi lesquelles vous pouvez choisir. Celle-ci s'appelle une charte U parce que vous avez le nombre d'admissions tous les mois pour votre programme et puis vous divisez ça par un taux, donc par 10 patients ou par 100 patients. Surtout parce que d'un mois à l'autre, votre dénominateur va augmenter, vous allez inscrire de plus en plus de patients. Alors, puisque vous aurez un dénominateur différent en tout temps, il s'agit donc d'un taux, et nous avons une charte U. Alors, cette charte vous montre d'un mois à l'autre le nombre d'admissions par 10 patients qui baisse. Il s'agit des participants inscrits à Inspired. Et puis le dernier point dont nous allons parler, celui dont nous avons dit qu'il s'agissait peut-être de la mesure la plus axée sur l'amélioration et que vous n'allez sans doute pas pouvoir glaner à partir de vos archives de santé. Il faudra que ce soit votre équipe qui fournisse ces données. Il s'agit de mesurer la pertinence des soins. Donc, il faut mesurer les processus que vous avez utilisés. Si votre programme dit on va avoir un coup de fil dans les 72 heures après le congé de l'hôpital, c'est important de mesurer le pourcentage de patients qui ne reçoivent pas cet appel ou que vous avez rejoint dans ce délai de 72 heures.
Dans cet exemple, le pourcentage de patients qui ont reçu un coup de téléphone pendant une semaine. Donc ça, c'est la mesure où je vous encouragerais fortement à procéder à une mesure hebdomadaire et non mensuelle afin de vous faire une idée au fur et à mesure de l'évolution. Vous pouvez donc avoir un diagramme de progression. Il n'est pas nécessaire d'avoir un graphique de contrôle. Mais enfin, l'essentiel, c'est de procéder à une mesure systématique chaque semaine en suivant le pourcentage de patients qui ont reçu leur coup de fil dans la semaine. Et si vous voulez procéder à réaliser un graphique de contrôle, vous pouvez transformer le diagramme de progression en graphique de contrôle que nous appelons un graphique P, une charte P, que l'on utilise lorsqu'il y a des pourcentages, des données en pourcentage. Voilà l'essentiel des exemples que je voulais évoquer. Donc, conservez peut-être la présentation, l'exemplaire de la présentation, et voyez comment vous pouvez reproduire ce que j'ai fait avec les données dont vous disposiez. Et puis, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez donc nous les transmettre et nous pourrons vous fournir davantage de conseils. Le personnel enseignant pourra vous fournir davantage de conseils. Alors, je m'en tiens là et je rends la parole à Claudia pour voir s'il y a des questions. Claudia Amar, merci. Nous avons une ou deux questions de nos participants, mais avant, je voudrais... il s'agit d'administrer un questionnaire qui consiste à mieux comprendre le programme d'évaluation. Les résultats seront affichés en direct. Quelques petits problèmes techniques. Alors, essentiellement, pour les énoncés qui suivent, nous vous demandons de répondre 1 pour fortement désaccord, 2 pour en désaccord, 3 pour ni en accord ni en désaccord, 4 pour en accord et 5 pour... plutôt 4 pour en accord et 5 pour ne sait pas. Donc, premièrement, notre équipe a confirmé les mesures que nous utilisons. 2, notre équipe implémente actuellement les questionnaires. 3, notre équipe trace les résultats de certaines mesures. 4, notre équipe a commencé à analyser certaines données. Et 5, notre équipe utilise les résultats pour informer les pratiques cliniques. Alors, nous allons vous donner un instant pour répondre à ces questions. Bon, reprend Claudia Amar. Alors donc, certaines équipes en sont au premier stade de la définition de leurs mesures. Vous ne l'avez pas tous fait pour l'instant. Et puis, s'agissant donc d'utiliser les résultats pour informer les pratiques cliniques, certaines équipes n'y sont pas encore. Donc, je vous inviterai, Mélanie, à livrer vos réflexions alors que nous abordons la période de questions. Melanie Rathgeber. Bon, je regarde les résultats. Spécifiquement, numéro 3, notre équipe trace les résultats de certaines mesures. La plus forte proportion, 45%, disent en accord. Ça, c'est très bien tant que vous faites un suivi au fil du temps, surtout les mesures de processus. Nous pensons que c'est sans doute le meilleur moyen de commencer parce que cela va contribuer à impulser tout changement que vous allez apporter à votre programme. Et puis, bon, on voit 60% disent que leur équipe a commencé à analyser certaines données. Ça, ce serait une question que je poserais. Comment l'analyse aide-t-elle à susciter des changements dans votre programme ou la mise à jour donc, de vos programmes. Donc je vous encouragerai à réfléchir à cela. Autrement dit, qu'est-ce que les données vous disent et qu'est-ce que vous pouvez en faire de ces conclusions. Claudia Amar, très bien. Outre ce que vous avez, outre vos réponses au sondage, nous aimerions répondre à vos questions ou à vos commentaires sur les défis que vous avez dû relever, les avantages que vous avez tirés de la mesure. En ce moment, bon, je vais revenir à certaines des questions qui nous sont posées. La première question provenait de Val. Elle nous dit, puisque le programme ne dure qu'un an, comment pouvons-nous examiner des données pour un temps si court par rapport au programme Inspired d'origine? Jillian, avez-vous des observations ou des remarques qui pourraient aider Val et son équipe? Jillian Demons.
Eh bien, oui, il est difficile de comparer intégralement, mais même, bon, dès que nous avons eu des patients inscrits même pendant 3 mois dans le programme, nous avons procédé à une analyse pré-post de l'efficacité au fil du temps. Nous avons continué donc d'ajouter des membres à notre équipe. Je crois qu'on peut jeter des bases et vous faire assez rapidement une idée générale du degré d'efficacité de votre action. Je ne sais pas si j'ai répondu. Claudia Mar, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Melanie Rathkeeper? Melanie Rathkeeper. Je pense que c'est la bonne stratégie. Dès que vous inscrivez quelqu'un au programme, vous pouvez vous assurer d'obtenir une année de données passées. Combien souvent ont-ils été hospitalisés pendant l'année précédente? Puis vous pouvez commencer à faire le suivi pour l'avenir. Vous devriez savoir dans les 3 à 6 mois, comme Gillian l'a dit, enfin, à 6 mois, on espérait pouvoir se faire une idée disons, d'une baisse de la fréquence des hospitalisations. Et puis si on commence à avoir un plus grand nombre de participants, les chiffres commencent à vous donner une idée générale d'une tendance. Est-ce que cette tendance se dessine à la baisse? Claudia, merci. Et Val, dites-nous si cela a répondu à votre question ou si vous avez une question de suivi. Nous avons également une ou deux questions reliées au CTM. Alors donc, Health PI demande, est-ce que le libellé change puisqu'il est question de l'hôpital, quand j'ai quitté l'hôpital? Et Gillian, vous disiez que vous avez adapté le questionnaire pour dire, bon, quand j'ai quitté le programme ou s'il n'y a pas de conclusion officielle, à la fin de la partie officielle programmée du programme. On se rappelle que le Dr Coleman à l'atelier nous a dit qu'il était acceptable d'adapter les termes au contexte spécifique. Et Peter Henderson de l'hôpital d'Ottawa a dit nous avons changé le questionnaire pour dire après la visite à domicile. Gillian, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Gillian Demons. Oui, je pense que ce que Peter fait est excellent. Oui, si vous avez plusieurs visites à domicile, ça serait peut-être après après une visite, après la fin du programme. Mais enfin, j'ai été heureuse d'entendre dire de Dr Coleman qu'il était acceptable d'adapter le questionnaire, puisque nous l'avions déjà fait de toute façon. Donc je crois que ça marche. Sinon, ça prêterait trop à confusion. Claudia Amar. Donc Val, vous nous dites, nous suivons tous nos patients au niveau des admissions, mais il est difficile de parvenir à des conclusions puisque souvent les problèmes de MPOC peuvent être reliés à des questions saisonnières. Est-ce que cela se nivellera à long terme? Gillian, Melanie d'abord? Melanie Rathkeeper. Oui, les questions saisonnières, vous avez raison. S'il y a des questions saisonnières que vous devez exclure, vous allez devoir disposer d'une année entière de données. La seule chose que je pourrais vous dire à ce sujet, c'est que si vous voulez voir quelque chose sur une période plus courte, vous pourriez, si vous avez inscrit quelqu'un, disons, en septembre, et que vous voulez voir, vous pourriez comparer leur taux de réadmission ou leur taux d'exacerbation de septembre à décembre de l'an dernier, et puis de septembre à décembre de cette année-ci, pour commencer à vous faire une idée des tendances saisonnières. Vous pourriez donc exclure le rôle des saisons. Mais vous introduiriez peut-être alors donc, le facteur d'aggravation des symptômes. Mais ce serait une façon intéressante de dire, bon, combien d'admissions ce patient a-t-il eu entre septembre et décembre, disons 2015, et puis entre septembre et décembre 2014. Ce seraient les données de base. D'ailleurs, poursuit Melanie Rathkeeper, comme les équipes le disent, les résultats sont difficiles à maîtriser, parfois à comprendre. Alors donc j'en reviens à l'importance des mesures de processus et de pertinence des soins dans un programme que celui-ci, parce que celles-ci peuvent être comprises très clairement. On peut dire, bon, nous savons que nous avons fait une différence, nous savons que nous avons dispensé les soins. La littérature nous dit que si nous fournissons ces soins, nous devrions constater une réduction des exacerbations. Alors parfois, nos propres données, les données sur les résultats sont difficiles à interpréter pour toutes les raisons que vous avez évoquées, mais je crois que c'est pour cela qu'il est d'autant plus important d'obtenir de solides données
dans les mesures post-programme. Claudia Amar, oui, c'est une excellente observation, Mélanie. Et puisque ces mesures sont spécifiques aux interventions que les équipes mettent en œuvre, si l'une ou l'autre des équipes a des questions au niveau des mesures spécifiques qu'elle voudrait partager avec Mélanie et Gillian, nous pouvons donc faciliter ce genre d'entretien ainsi qu'un soutien de coaching hors ligne si nécessaire. Je vais donner la parole à Gillian et Darcy pour voir si elles ont quelques derniers commentaires ou réflexions. Darcy Gillis. Moi, je me fais l'écho de ce qu'a dit Mélanie sur une rétrospective sur l'année précédente, la période précédente, si les problèmes saisonniers vous préoccupent, les variations saisonnières vous préoccupent. Surtout s'il s'agit d'un programme qui recrute énormément de patients à l'automne, à l'approche de l'hiver, eh bien oui, ce pourrait être utile d'examiner les données à ce niveau-là. C'est une bonne idée. Darcy, Gillian, est-ce que vous aviez des choses à ajouter au niveau donc des soins spirituels, des évaluations? Gillian Dummons, non, j'ajouterais que selon mon expérience, il est parfois difficile pour les patients de répondre au questionnaire. Ce n'est pas exactement, parfois ils approchent cela comme une expérience de type télémarketing. Donc il s'agit de transformer cela en expérience de soins dans toute la mesure du possible. Claudia Amar, merci. Bon, certaines équipes sont encore à une phase assez précoce du processus, en sont encore à identifier leurs mesures et la manière de les mettre en œuvre. Spécifiquement au niveau de ces équipes-là, nous aimerions beaucoup avoir de vos nouvelles afin de vous soutenir pour nous assurer que vous pourrez commencer à mettre ces outils en œuvre dès que possible. Bon, je ne vois pas d'autres questions. Nous allons passer à notre dernière série de questions d'évaluation relatives au webinaire d'aujourd'hui. Nous n'allons pas diffuser le résultat. Donc, tout d'abord, ce webinaire a accru ma connaissance du processus d'administration des questionnaires des instruments d'évaluation. Ensuite, ce webinaire a augmenté ma connaissance des techniques d'analyse et de visualisation des données. 3. J'ai trouvé utile d'entendre les autres parler de leurs progrès, défis et réussites en matière de mesures dans le cadre de ce webinaire. 4. Dans l'ensemble, je suis satisfait de ma participation au webinaire. Et 5. Avez-vous d'autres commentaires ou suggestions? Vous pouvez les saisir ici. Nous regrettons encore une fois l'absence du service d'interprétation pour nos participants francophones. Donc, je vous laisse quelques moments pour répondre aux questions. Bon, entre-temps, pour Claudia Amar, je vais évoquer le contenu à venir. Nous avons donc un webinaire sur la narration qui est prévu au mois de mai, dont la date reste à déterminer. Notre prochain webinaire de contenu de 12h à 14h le 4 juin. En fait, nous allons demander à certaines équipes de faire part de leurs expériences de mise en œuvre pour les équipes qui commencent à accueillir des patients, à les recevoir dans le cadre du programme. Donc, si vous vous intéressez à faire part de votre expérience, veuillez le signaler à Megan Rossiter. Sinon, au nom de l'équipe de la FCASS, nous vous remercions. Je remercie Melanie Rathgeber, Gillian Dummons et Darcy Gillis. Voilà qui conclut notre web émission. La téléphoniste. Mesdames et messieurs, voici qui conclut la téléconférence. Nous vous remercions pour votre participation. Vous pouvez à présent raccrocher.